Je vous parle de sexualité, des histoires de couple, de confiance en soi. La Voix d'Annie, un podcast pour les femmes et les hommes pour se réconcilier avec votre sexualité, l'apprivoiser, se l'approprier. Bonjour et bienvenue dans le podcast La Voix d'Annie, 13e épisode. J'espère que dans le 12e épisode, le témoignage de La Femme Fontaine vous a plu. Aujourd'hui, dans un autre registre, j'accueille Clarence Joubert qui a sorti un livre qui s'appelle Mardi 19 janvier. Et là, nous allons évoquer la maladie. Quand la maladie s'invite dans un couple, comment on peut évoluer ensemble, qu'est-ce qu'il va y avoir comme enjeu et comment s'en sortir. Bonjour Clarence Joubert, je suis très heureuse de t'accueillir pour ce 13e épisode. Je vais te demander de te présenter. Bonjour Annie, donc je m'appelle Clarence, j'ai réalisé dernièrement un ouvrage qui s'appelle Mardi 19 janvier pour apporter en fait une réponse au récit que je cherchais peut-être moi-même, que je ne trouvais pas dans la littérature, sur le choc post-traumatique. D'accord. Donc tu as vécu un choc post-traumatique. Quelle maladie, quelle pathologie, comment tu t'es retrouvée, dans quel état tu t'es retrouvée après ce choc post-traumatique? Alors en fait déjà il faut redéfinir ce que c'est qu'un choc post-traumatique. En fait un choc post-traumatique, souvent c'est vécu comme un grand coup d'orage dans un ciel bleu d'été. Oui. Et alors au travers, ça peut venir suite à un accident de voiture, ça peut venir un accident de vie, une perte d'emploi. En ce qui me concerne, c'est une perte d'enfant. Ça m'a sidérée. Et effectivement, la sidération, comme dans les travaux de Boris Cyrulnik, il explique bien que le choc post-traumatique, en fait, au travers des IRM, c'est vécu comme un AVC. Il nous manque une partie de cerveau pour fonctionner. Donc cette partie de cerveau, comme tu le décris, eh bien ça t'empêche de faire quoi alors dans ton quotidien? Ça t'empêche de tout, ça t'empêche de réfléchir, ça t'empêche de réfléchir à faire une liste de courses. Moi aujourd'hui j'ai eu la chance d'avoir un haut potentiel et effectivement là je me suis retrouvée en mode légume. Donc quand tu as la chance de pouvoir faire une écoute de radio sur une émission notaire, regarder en parallèle Nature et Découverte sur le Sri Lanka et passer l'aspirateur et répondre aux mails, quand tu te retrouves à être monotache, à ne même pas savoir écouter la radio de ton émission préférée, d'un coup tu te poses des questions quand même. Donc tu pourrais décrire que tu perds vraiment une partie de tes sens à ce moment-là? Ah mais tu perds tout, c'est comme... Dans le roman justement j'explique que le choc post-traumatique te fait rentrer en fait dans une vie comme si tu étais alcoolisé du matin au soir. C'est-à-dire tu perds, tu vas te prendre la porte parce que du coup t'as pas su viser juste. Non, On parlait tout à l'heure de dissociation. Est-ce que c'est un peu cet état-là parce que tu te vois être comme ça en définitive? Alors en fait il n'y a pas de... Moi je me suis jamais vue. En fait ce qui me blessait c'était des petits mots comme encore. D'accord. Ça c'est extrêmement blessant parce que en fait moi je sais que j'ai une excellente mémoire, je gère tout, j'ai un ordinateur fusée nucléaire. Forcément le jour où tu te retrouves à l'arrêt à découvrir que même 2 plus 2 t'arrives pas à trouver la réponse, t'as envie de pleurer, hein. Et qui pose le diagnostic à ce moment-là quand ça t'arrive? Alors comment tu prends conscience que ce qui t'arrive c'est grave et que là, eh bien, déjà, où tu sais taper? Enfin, c'est ton médecin généraliste ou comment ça se passe à ce moment-là? Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que en fait, je pensais que j'avais un rhume. D'accord. Un rhume, ok. Et ce rhume, j'arrivais pas à m'en dépêtrer. Et c'était un rhume qui m'empêchait de réfléchir. Et quand je suis arrivée en fait devant mon médecin traitant, là il m'a regardé, il m'a fait « Je pense que vous faites un petit choc post-traumatique ». Donc là, suite à ça, donc tu pars sur l'île pour te faire suivre? Alors il faut savoir qu'il y a 2 gros instituts, Arras et Lille, qui suivent les chocs post-traumatiques. Ils ne prennent que 15 patients tous les 2 ans.
D'accord. Les places sont chères. D'accord. Donc toi, tu as intégré ces hôpitaux? Non, directement à Paris. T'es allée directement? Je suis allée directement. Je me suis battue pour pouvoir me faire entrer dans un programme. D'accord. Donc comment en tant que couple, comment tu traverses cette difficulté, cette maladie? Ton mari, comment il t'accompagne dans cette période de ta vie? Alors, j'aime bien comment il m'accompagne. Et bien justement, c'est mon compagnon. Donc en fait, il m'accompagne. Et en fait, comme on est à un deuxième mariage, et qu'on a vécu tous les deux un premier échec, on s'est mis en place un espèce de canevas où en fait l'entraide, la bienveillance, l'écoute, l'encouragement, la liberté sont les clés et le socle de notre réussite. Et en fait, moi je l'ai accompagné quand lui aussi il a vécu des moments difficiles et on a mis en place en fait un ensemble de rituels au quotidien. Le vendredi soir, on fait, quoi qu'il advienne, un apéro, chips avec les enfants, pour prendre la parole. Chacun y vit un peu. Et ben en fait, la réussite de passer au travers de cette maladie, ça a été justement de ne rien changer du tout. D'accord. De garder tous nos rituels du lundi matin, du mercredi, du vendredi. Donc en fait, notre vie, elle était structurée avant, avec énormément d'amis, énormément de café. J'en parle aussi dans le roman, des petits rituels qui sont réconfortants. Et en fait, c'est tous ces petits cailloux posés de façon positive sur 365 jours qui permettent en fait d'avoir, je dirais, un petit chocolat tous les jours. Est-ce que de cet événement, cette souffrance par laquelle c'est une épreuve dans un couple, la maladie, quand il y arrive ce genre de choses, est-ce que on peut parler ensuite, c'est une chance d'avoir traversé cet épisode-là? Alors en fait, effectivement, c'était soit ça. J'ai croisé des couples qui se sont déchirés suite à la maladie. La bienveillance, c'est vraiment quelque chose de très très important dans le couple. S'il y en a un des deux qui veut pas subir les affres de la maladie, parce que on subit, quoi qu'il advienne, on subit. En fait, j'ai de la chance, mon mari, lui, il a mis des projets. En fait, dans la maladie, on est reparti sur des projets, comme un fil d'Ariane pour me tirer en fait de l'ornière. Et du coup, c'était salvateur. Parce que on était reparti dans une tumultueuse positive. Et du coup, on oubliait un peu tous les affres négatifs. Ça vous a rapproché? Ah, ça nous a énormément rapprochés. Parce qu'on se ment pas. On sait se regarder dans les yeux et on sait aussi détourner le regard pour ne pas mettre l'autre en défaut. D'accord. Alors là, qu'est-ce que tu as mis en place? Tu me disais que tu le notais aussi dans ton livre. Quelles sont les thérapies, tout ce que tu as mis en place aussi pour pouvoir te sortir de tout ça? Alors en fait, j'ai beaucoup suivi tous les travaux du choc post-traumatique de Boris Cyrulnik et j'ai fait feu de tout bois. C'est-à-dire que il n'y a aucun médecin qui m'a demandé de faire une prise de sang pour la dopamine, aucun médecin qui m'a demandé de prendre une prise de sang pour le cortisol. J'ai tout fait. J'ai tout fait de mes propres deniers. Je me suis battue et j'ai vraiment tout mis en place. T'es une guerrière. Ah non, on peut pas dire ça. En fait, moi, je suis très peureuse. Mais j'ai été livrée avec une brouette de courage. Tu avais fait de l'hypnose, de l'art-thérapie, tu as fait beaucoup de choses aussi. Effectivement, il y a énormément de... c'est ce que je rédige dans ma carte de résilience. Il y a l'art thérapeutique, la musicothérapie, la sophrologie, le modelage, la parole, le récit de soi au travers de spécialistes comme les psys ou les psychiatres. Il y a l'interaction avec les autres, ça je le mettrais vraiment en avant. Chaque petit échange avec un autre humain bienveillant, c'est un diamant à l'état. Ouais, vraiment. Voilà. Ensuite, il y a effectivement de l'hypnose, la PNL, enfin
tout ce qui est possible et inimaginable d'essayer, faites feu de tout bois. Oui, en fait, il faut vraiment tout tenter. Hein. Malheureusement, tous les couples n'ont pas la chance de traverser ces épreuves ensemble. Et est-ce que tu as pu rencontrer des couples, justement, qui... Alors, j'ai croisé des couples qui ont vécu des moments difficiles, pas sur le même type de maladie, mais effectivement, quand l'autre le valide, celui qui malheureusement n'est pas frappé par la maladie, lui veut pas changer sa vie, effectivement, on n'a pas demandé à être malade. Maintenant, je pense qu'une vie de couple, c'est de l'entraide. Maintenant, effectivement, s'il y en a un des deux qui veut pas faire un effort d'entraide, il y a péril en la demeure, ça c'est effectivement... Alors, quel message d'espoir pourrais-tu donner aux couples qui traversent un événement comme le tien dans la maladie? Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme message d'espoir? Mais je dirais simplement que quand on rencontre quelqu'un et qu'on pense que c'est l'élu de son cœur, on est capable d'aller chercher la lune. Et je pense qu'au quotidien, il faut la considérer, la personne, comme si c'était notre conquête quotidienne. Il faut savoir aller chercher la lune pour la personne qu'on aime, pour les proches. Comme si... quotidiennement. C'est ce qu'on appelle l'amour inconditionnel. C'est ça. Eh bien, on va terminer cet entretien sur cette belle image d'aller chercher la lune. En tous les cas, moi, j'ai de la chance de te connaître. Je rappelle que Clarence vient de sortir un livre mardi 19 janvier. Et où on peut les acheter, tes livres? Alors, sur Amazon, je te laisserai le lien. D'accord. Sinon, après, il y a des libraires... Tu fais des conférences aussi, tu me disais. Alors, dans toutes les villes de France. La prochaine conférence, ce serait où? Alors, j'espère que la prochaine conférence, elle sera sur Saint-Omer. Oui. Dans tous les lieux socio-culturels. J'en mets la liste complète sur ma page. Facebook, Instagram, On TikTok. peut te retrouver sur la page Facebook. À quel nom alors? Mardi 19 janvier. Mardi 19 janvier. Et puis sur Instagram, c'est... Pareil, mardi 19 janvier. D'accord. Bon, en tous les cas, je te remercie beaucoup, Clarence, d'avoir fait preuve de tout ce moment de partage. Et j'espère que les auditeurs pourront peut-être te retrouver afin de partager un petit peu leur histoire et que tu puisses les réconforter à travers ton livre. Merci beaucoup, Clarence. Je vous remercie beaucoup, les amoureux de la vie. Je vous dis à très vite. Vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook, Annie Kerinck thérapeute ou Annie Kerinck. Je vous dis à très vite. Merci. La voix d'Annie